Donc, le deuxième article de la soirée. On va changer un petit peu de sujet. On va pas parler de santé humaine, on va parler de chimpanzés. Presque pareil, des fois. Et sur le fait que, eh ben, il y a une étude qui a montré que des chimpanzés en Ouganda appliquent des insectes sur leurs blessures. Et j'avoue que cet article m'a beaucoup intriguée. Du coup, on va s'attaquer à ce sujet. euh, et, euh, et voilà, j'avoue que ça m'intriguait. L'insecte quantique pour une peau neuve. Bah, en fait, ce que je me dis, ce qui pourrait être intéressant, j'ai pas du tout lu l'article, hein, vraiment, je me suis arrêtée juste au titre. Je dis, est-ce que ce serait pas intéressant justement de savoir pourquoi ils utilisent des insectes? Est-ce qu'il y a une propriété antiseptique? Parce que souvent, voilà, les découvertes se font comme ça, par observation, plus ou moins du biomimétisme. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intéressant à en tirer? Alors, donc, nouvelle étude en Ouganda montre que les chimpanzés appliquent des insectes sur leurs blessures. Observé par hasard, souvent comme ça aussi en science, des fois c'est le hasard, ou par sérendipité aussi. L'usage d'insectes par les chimpanzés pour soigner leurs blessures révèle leur capacité à faire face de manière inventive à la douleur et à s'entraider. Donc, il y a déjà deux choses. D'une, ils arrivent à, essayer de trouver des solutions pour soulager. Et en plus, il y a ce côté groupe aussi, entraide, qui est quand même aussi intéressant. Les deux sont intéressants. Donc, les animaux réagissent aux blessures de multiples façons. Jusqu'ici, les preuves d'un usage de substances biologiquement actives pour soigner leurs plaies restaient très rares. Pourtant, une étude récente a rapporté le cas d'un orang-outan appliquant une plante médicinale sur une blessure, ouvrant une piste prometteuse. Alors du coup, je me demande, c'est ouvrant une piste prometteuse pour la santé humaine ou pour l'observation justement et la compréhension des orang-outans. Il faut donc preuve de résilience. Oui, c'est ça, exactement. Chez les chimpanzés, on sait qu'ils lèchent leurs plaies et qu'ils y pressent parfois des feuilles. Mais ces comportements demeurent encore mal compris. On ignore à quelle fréquence ils surviennent, s'ils relèvent d'un geste intentionnel et jusqu'où les chimpanzés peuvent faire preuve d'inventivité pour se soigner. Est-ce qu'on pourrait se poser la question aussi, est-ce que c'est culturel? Est-ce que tous les groupes de chimpanzés le font? Est-ce qu'il y en a qui le pratiquent plus que d'autres? Mais voilà, ça fait déjà, on a eu l'orang-outan avec des feuilles aux propriétés médicinales, et là on a les chimpanzés aussi qui utilisent des feuilles avec a priori des propriétés médicinales. Mais est-ce que c'est genre le coup de bol ou est-ce que c'est vraiment intentionnel? Ah, c'est quand même une question. De récentes observations de terrain menées en Ouganda, en Afrique de l'Est, apportent aujourd'hui des éclairages fascinants sur la manière dont les chimpanzés font face à leurs blessures. En tant que primatologue, je m'intéresse de près à la vie cognitive et sociale de ces animaux et à ce que leurs comportements liés à la maladie peuvent révéler sur les origines évolutives du soin et de l'empathie chez l'être humain. Donc, il fait ce parallèle aussi avec nous. Attention à ne pas trop anthropomorphiser, si je me trompe pas dans le mot, les chimpanzés, les animaux qu'on observe aussi, quoi. Même si on est proche, certes, mais quand même, hein. Et est-ce qu'ils le transmettent à leur bébé? Bah ça, c'est pas dit. C'est pas dit si. Est-ce que c'est vraiment une pratique généralisée, ponctuelle, et justement on n'arrive pas à savoir si c'est intentionnel ou pas? Est-ce que c'est une pratique culturelle? C'est les questions aussi que je me pose. Moi, je pense que c'est intentionnel, c'est des précurseurs mondiaux de médecine fonctionnelle. Peut-être, oublie, peut-être. Bah, en tout cas, eux, ils utilisent des molécules qui marchent comparé à la médecine fonctionnelle. Coucou.
La médecine intégrative et fonctionnelle. Bref, hem, donc les chimpanzés comptent, parmi nos plus proches parents vivants et mieux les comprendre, c'est aussi apprendre davantage sur nous-mêmes. Oui et non. Encore une fois, attention à l'anthropomorphisme. Dans nos recherches menées dans le parc national de Kibale, en Ouganda, nous avons observé à 5 reprises des chimpanzés appliquant des insectes sur leur propre plaie ouverte et une fois sur la blessure d'un congénère. Donc non seulement ils se le font sur eux, mais sur le congénère. Donc ça voudrait dire qu'ils essayent d'aider, donc c'est le côté entraide dont ils parlaient au tout début, d'aider leurs congénères et qu'ils considéreraient que cette pratique permet d'aider leurs congénères, quoi. Et ça confirme ce que il y a des docteurs chez les chimpanzés. De tels comportements montrent que les chimpanzés ne restent pas passifs face à une blessure. Ils explorent leur environnement, parfois seuls, parfois en interaction avec d'autres. S'il est encore prématuré de parler de médecine, ces observations révèlent leur capacité à réagir de manière inventive et parfois coopérative aux blessures. Après, ils ont parlé d'une observation, enfin, ils observaient à 5 reprises. Est-ce que quantitativement, après, ils le disent, hein, on ne va pas se précipiter, est-ce que c'est de la médecine ou machin, mais quantitativement, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup Après, faut tomber sur les chimpanzés blessés et en plus, faut observer ça, quoi. Donc, ça fait peut-être beaucoup aussi, quoi. Chaque nouvelle découverte enrichit notre compréhension des chimpanzés et nous offre un aperçu des racines évolutives partagées avec nos propres réponses face à la douleur et à l'instinct de soin. Mm. Après, il est vrai que euh, naturellement, en général, même les êtres humains, quand on a une douleur, on va chercher à, par exemple, changer de position ou bah, si on se casse quelque chose ou quoi, souvent on va immobiliser. On va se tenir le bras ou se tenir la jambe, on va plus poser le pied. Assez instinctivement, assez naturellement, on va essayer de trouver des stratégies d'évitement de la douleur. Et c'est aussi valable pour des douleurs chroniques. Et c'est pour ça que parfois, ces stratégies, oui, ces stratégies d'évitement peuvent aussi poser problème. Par exemple, enfin, si moi je parle d'orthopédie, avec du coup une mauvaise habitude dans les gestes qui peut être problématique in fine, quoi. Donc il y a quand même, on peut voir une forme d'instinct, entre guillemets, d'évitement de la douleur, de chercher à éviter la douleur, de trouver des solutions pour la soulager. On va se mettre aussi, je sais pas, du froid, du chaud, enfin, on va chercher des solutions, changer de position, enfin, bref, on va chercher des solutions pour le faire. Donc, que là, est-ce que les animaux, c'est la même idée derrière, ou est-ce qu'ils utilisent volontairement ces feuilles et ces insectes? Enfin, voilà, est-ce que derrière, il y a une efficacité qu'ils ont prouvée, quoi. Alors qu'un sondage a été lancé, vous êtes plutôt humain, singe, licorne, loutre, curieux. Euh, Je suis plus proche de la drosophile que du porc. Je doute pas un singe, puis les hommes sont plus proches des porcs que des singes. Oui, je crois que génétiquement, il me semble que c'est pas faux. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans certaines chirurgies, on peut utiliser des valves, par exemple des valves pour le cœur de porc. Et que le porc est utilisé dans pas mal de recherches pour faire la transplantation d'organes, du transplant d'organes. Et on va utiliser des porcs, certes génétiquement modifiés, mais si on part du porc, c'est que a priori c'est génétiquement les plus proches, quoi. En Ouganda, il y a un parc national avec une des plus grandes populations de chimpanzés du monde, je crois. Ok, ce qui explique pourquoi en Ouganda en particulier. Ok, merci pour l'info.
Euh, il y a... ah oui, c'est vrai qu'il n'y a même pas Colibri. Donc, voilà, c'était à la base, c'était pour parler de l'instinct de soin qu'on peut aussi retrouver chez nous et je pense j'aurais tendance à dire chez les animaux de façon générale. Là, c'est peut-être plus l'utilisation, on va dire, d'outils extérieurs dans le soin qui est particulier. Nous avons observé ces applications d'insectes par hasard alors que nous suivions et filmions le comportement des chimpanzés en forêt, en portant une attention particulière à ceux qui présentaient des plaies ouvertes. Dans tous les cas, recenser la séquence d'action semblait délibérée. Le chimpanzé attrapait un insecte volant non identifié, l'immobilisait entre ses lèvres ou ses doigts, puis le pressait directement sur sa blessure. Donc, ce qu'ils disent, c'est que là, l'insecte n'est pas arrivé là par hasard. Il y avait une volonté de choper l'insecte pour cette utilisation. Donc, c'est pour ça qu'ils parlent d'action qui semblait délibérée. Par contre, oui, je suppose que de loin, ils n'ont pas réussi à voir quel insecte c'était qu'ils avaient chopé. Le même insecte pouvait être réappliqué plusieurs fois, parfois après avoir été brièvement tenu dans la bouche avant d'être finalement rejeté. Donc limite, on tamponnerait l'insecte sur la blessure et après on le jette. D'autres chimpanzés observaient parfois la scène avec intention, comme mus par la curiosité. Et c'est la curiosité qui nous permet d'apprendre. Donc là, est-ce que c'est une forme d'apprentissage? On regarde comment il faut faire, quel insecte il faut utiliser pour le reproduire? Point d'interrogation. Le plus souvent, ce comportement était dirigé vers la propre plaie du chimpanzé. Donc, il se soignait lui-même. Toutefois, dans un cas rare, une jeune femelle a appliqué un insecte sur la blessure de son frère. Une étude menée sur la même communauté avait déjà montré que les chimpanzés pouvaient tamponner les plaies d'individus non apparentés à l'aide de feuilles, ce qui soulève la question de savoir si l'application d'insectes pourrait, elle aussi, s'étendre au-delà du cercle familial. Note insecte égale coteau compresse. À éviter quand même pour nous. Je pense qu'on aurait on pourrait avoir des ennuis. Surtout que là, apparemment, ils n'ont quand même pas identifié l'insecte qui était utilisé. Est-ce que les 5 comportements qu'ils ont vus, à chaque fois, c'était le même insecte utilisé? Je me pose la question, c'est pas très clair. Mais bon, comme c'est mis non identifié, je suppose que ils ne peuvent pas le savoir. Là, il se trouve que dans le côté entraide, il se trouve que la seule fois ils ont vu ça, c'était deux chimpanzés de la même famille, mais qu'ils ont déjà observé ce type de comportement avec des feuilles, donc ça y ressemble quand même très fortement, euh, où c'était pas forcément dans le même cercle familial. Et la question que je me pose, est-ce que là, ces 5 comportements, encore une fois, ont été observés dans une troupe ou dans plusieurs troupes qui ne sont pas liées, quoi? Est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est question culturelle à la troupe de chimpanzés en question ou est-ce que c'est un comportement généralisé et voilà, c'est un peu la question que je me pose, quoi. Donc, qu'il vise un proche ou un individu extérieur, ces gestes de soin révèlent les bases précoces de l'empathie et de la coopération. Et on avait vu aussi il n'y a pas longtemps que l'empathie, c'est quelque chose qui se construit. Donc qui peut présenter des biais. Je parle pour nous en tout cas. La séquence observée ressemble fortement aux applications directes déjà documentées chez les chimpanzés du Gabon. Ok, donc ça avait déjà été observé. Cette similitude laisse penser que ce comportement pourrait être bien plus répandu chez les chimpanzés qu'on ne l'avait supposé. Donc c'est bien, ça vient répondre à ma question. Est-ce que c'est quelque chose qui est localisé à un seul groupe ou est-ce que c'est une pratique répandue potentiellement chez
chez les chimpanzés. Donc, c'est quelque chose de plutôt généralisé. La découverte réalisée dans le parc national de Kibale élargit notre compréhension de la réaction des chimpanzés face aux blessures. Plutôt que de les laisser sans soin, ils adoptent parfois des comportements qui semblent délibérés et ciblés. Parti sur le oui, c'est peut-être le frelon qui soigne. Hein. Si on lit l'article sur le frelon, peut-être que c'est ce qu'on on se rendra compte. Hein. Et c'est vrai que ça me rend curieuse, et je suppose les chercheurs aussi, de savoir quel insecte ils utilisent. Alors peut-être qu'on a la réponse dans cet article, mais qui est en anglais. Et je vous avoue que je ne fais pas de lecture rapide en anglais pour trouver une éventuelle réponse à ça. Et en plus, il faudrait-il encore que je connaisse le nom de l'insecte, quoi. Mais, mais ce serait intéressant pour savoir si on... Parce que les feuilles, si on arrive à identifier les feuilles, effectivement, on peut étudier la plante et savoir si effectivement elle a des propriétés médicamenteuses. Et là, sur les feuilles, la réponse est oui. Et du coup, sur l'insecte, est-ce que c'est un insecte en particulier pour savoir si ils ont bien des propriétés médicamenteuses aussi, les insectes, et auquel cas peut-être lesquelles, peut-être qu'on ne les connaît pas encore. Enfin, ça pourrait être aussi intéressant dans ce sens-là, quoi. Donc vous êtes plutôt licorne. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Il y a personne qui a mis humain. Hein. J'ai vraiment un chat. Ah là là. Je dis le chimpanzé qui s'est soigné, on peut dire que c'est un chimpanzé. Bien joué, Oubli. Bien joué. mais, mais ouais, c'est intéressant, quoi. Et conclusion, le chimpanzé se blesse beaucoup trop. Premier secours version chimpanzé. La question évidente est de savoir à quoi sert ce comportement. Nous savons déjà que les chimpanzés utilisent volontairement certaines plantes d'une manière bénéfique pour leur santé. En avalant par exemple des feuilles rugueuses qui aident à expulser les parasites intestinaux, ou en mâchant des tiges amères susceptibles d'avoir des effets antiparasitaires. Donc vraiment, ils ont déjà cette entre guillemets culture de médicinale, quoi, de se soigner avec les plantes, quoi. Les insectes, en revanche, posent une autre question. Rien ne prouve encore que leur application sur des plaies accélère la cicatrisation ou réduise le risque d'infection. De nombreux insectes produisent des substances antimicrobiennes ou anti-inflammatoires, ce qui rend l'hypothèse plausible, mais des tests scientifiques restent nécessaires. Encore une fois, déjà identifier l'insecte en question. Pour l'instant, on peut affirmer que ce comportement semble ciblé, structuré et volontaire. Déjà, c'est déjà pas mal de pouvoir dire ça. Le cas unique d'un insecte appliqué sur un autre individu est particulièrement intriguant. Les champignons, les chimpanzés sont des animaux très sociaux, mais l'entraide active demeure relativement rare. Ah oui, ok. Donc si effectivement ils ont peu observé d'entraide, le fait que là il y a une observation, mais ce qui limite le côté cool de l'observation entre guillemets, c'est le fait que ce soit un frère et une sœur en gros. Euh, ok, je comprends un peu mieux maintenant. À côté de comportements bien connus comme le toilettage, le partage de nourriture ou le soutien lors des conflits, l'application d'un insecte sur la blessure d'un frère suggère une autre forme de soin qui dépasserait le simple maintien des liens sociaux pour peut-être améliorer concrètement l'état physique d'autrui. Oui, parce qu'effectivement, les autres pratiques sociales, toilettage, partage de nourriture, conflit, ce sont des pratiques sociales. Là, il y a pour essayer, voilà, d'avoir une certaine stabilité ou une certaine place dans le groupe, alors que là, c'est encore autre chose. C'est vraiment, on est dans l'ordre du soin, dans l'empathie, essayer de soulager l'autre, et du coup, on sort un peu
même si ça peut rentrer dans le cadre social, puisque c'est de l'entraide, et peut-être que c'est de l'entraide qui peut apporter quelque chose derrière. Là, ça demanderait plus d'observation pour étudier cette hypothèse. Mais c'est vrai que c'est encore une autre pratique sociale bien différente des premières. Des questions en suspens. Ce comportement soulève de vastes interrogations. Si l'application d'insectes s'avère réellement médicinale, cela pourrait expliquer pourquoi les chimpanzés l'adoptent. Mais cela amène aussitôt une autre question. Comment ce geste apparaît-il au départ? Les chimpanzés l'apprennent-ils en observant leurs congénères ou bien surgit-il de manière spontanée? Naturellement, mais je suis très certainement biaisée, on aurait envie de dire qu'ils observent leurs congénères et que c'est un geste qui se transmet. Mais bon, c'est pas parce qu'on aurait envie de le dire, de le penser très fort, que c'est forcément la bonne explication. Et encore une fois, il y a de toute façon une première question à répondre avant. Donc bon. Vient ensuite la question de la sélectivité. Choisissent-ils certains insectes volants en particulier? Et si oui, les autres membres du groupe apprennent-ils à sélectionner les mêmes? En fait, c'est toutes les questions qu'on a évoquées pendant la lecture. Dans la médecine traditionnelle humaine, des insectes volants comme les abeilles ou les mouches vertes sont appréciés pour leurs effets antimicrobiens ou anti-inflammatoires. Je le savais pour les abeilles, ça. Reste à déterminer si les insectes utilisés par les chimpanzés procurent des bénéfices similaires. Le gel hydroalcoolique sur la langue. À éviter, à éviter. Ce serait presque une Trump de faire ça. Enfin, si les chimpanzés appliquent réellement des insectes dotés de propriétés médicinales et qu'ils les placent parfois sur les blessures d'autrui, cela pourrait constituer une forme d'entraide active, voire de comportement prosocial, un terme qui désigne les actions profitant à autrui plutôt qu'à celui qui les accomplit. Oui, parce que c'est pour ça que j'arrivais pas à trouver comment définir vraiment la subtilité entre les premiers comportements et ça en particulier, le fait de soigner quelqu'un dans le groupe. Et c'est que vraiment le social est là pour le toilettage, etc., pour vraiment l'organisation et ta place dans le groupe, in fine, alors que ça, c'est encore autre chose. Ça profite à autrui. Mais je me dis que si tu, par exemple, si tu soignes quelqu'un de super haut dans la hiérarchie, peut-être que tu auras des avantages aussi. Donc c'est là où je me dis que ça vaudrait la peine aussi d'aborder cette potentialité-là d'être. Est-ce que c'est de la pure entraide sans arrière-pensée, ou est-ce qu'il reste toujours ce truc-là de le faire pour essayer d'avoir un avantage au niveau social, quoi. Sauf si les chimpanzés se font payer ça, où il y a crédit social. Genre, te souviens, je t'ai soigné il y a 3 semaines, file-moi ton fruit, j'ai la flemme aujourd'hui. Ah, c'est possible. C'est une façon, c'est leur rang social, leur statut dans le groupe peut amener ça. Et le statut peut évoluer forcément en fonction des actions que tu réalises, des liens que tu vas créer avec tel ou tel autre chimpanzé dans le groupe. Donc, ouais, c'est un petit peu ça. Voir les chimpanzés du parc national de Kibale oh là là, ça commence à être dur. Immobiliser un insecte volant pour le presser délicatement sur une plaie ouverte rappelle combien leur capacité reste encore largement à découvrir. Et pas que celle des chimpanzés. Mais malheureusement, il y a des espèces qui sont voilà, plus étudiées que d'autres et qui parlent plus parce qu'on se sent proche. Mais bon. Cela s'ajoute aussi aux preuves croissantes que les racines des comportements de soins et de guérison plongent bien plus loin dans le temps de l'évolution. Si l'application d'insectes s'avère réellement médicinale, cela renforce l'importance de protéger les chimpanzés et leur habitat
habitat qui préserve en retour les insectes qui peuvent contribuer à leur bien-être. Alors, je ne vois pas en quoi, si je vois pas. Alors là, par contre, là, c'est la dernière phrase. Me dis pas que ça finit comme ça. Je vois pas en quoi, si vraiment l'application d'insectes s'avère médicinale, cela renforce l'importance de les protéger. Bah, pas plus en fait. Faut déjà renforcer la protection des chimpanzés. Enfin, ça, on s'en fout. Enfin, et oui, et leur habitat et les insectes. Enfin, je- j'ai vraiment. Alors, je suis désolée, ça finit en eau de boudin, mais je trouve cette phrase complètement à côté de la plaque. Tout l'article, je le trouve pas trop mal, mais cette phrase en particulier, elle me bug complet. Je vois pas le rapport, quoi. Je vois pas. Pour moi, c'est pas parce qu'on en apprend plus sur une espèce que du coup, il faut renforcer la protection. En fait, il faut qu'on n'apprenne rien, même si on n'apprend rien, il faut quand même essayer de protéger le vivant, quoi. J'avoue que c'est dommage parce que je trouvais que l'article était plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous avez pensé de l'article, mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé plutôt bien. Euh, Souviens-toi, je sais pas. Peut-être dire aussi de protéger l'environnement pour qu'il puisse continuer et peut-être nous servir. Bah, en fait, c'est cette idée-là, en fait, euh, qui m'embête derrière, quoi. Vraiment, c'est que la dernière phrase. C'est vraiment dommage, hein, parce que tout l'article était intéressant, euh, pas affirmatif, plein de questions. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression que c'est la, les observations et les découvertes scientifiques en marche, quoi. Et bonsoir, sauvage nature. En effet, cette conclusion est minable. Bah oui, 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 c'est vraiment, je suis. Et vraiment, je suis désolée du mot, mais ça me fait chier parce que l'article était bien sinon. Après, il était bien, j'avais quand même le petit truc tout en haut où je trouvais qu'il y avait un anthropomorphisme qui m'inquiétait un peu. Et après, ça a été. Et puis là, pim, cette dernière phrase qui, je trouve bidon. Alors, je pense que c'est. Est-ce que c'est purement pour aussi parce que bah, la recherche c'est un besoin de thunes et que bah, plus on va trouver des trucs et plus ça va aider quand même à la protection. Du coup, dire que si on arrive à expliquer ça, donc donnons-nous de l'argent pour qu'on arrive à expliquer, pour renforcer la protection. Enfin, je trouve c'est vraiment dommage là. Il y a mince, zut, flûte, crotte de biquette. Ça veut rien dire, désolé. Mais pour le reste, c'est pas mal. C'est plutôt bien expliqué les enjeux derrière. Même si moi j'aurais rajouté personnellement le fait par rapport à ce geste, hein, comme je disais, de soigner un autre, que c'était peut-être pas juste de l'altruisme et qu'il s'était intéressé quand même, qu'il faudrait se poser cette question-là. C'est là où peut-être on retrouve un petit peu l'anthropomorphisme. Mais sinon, ouais, intéressant, ouais. Je me pose la question, effectivement, Colbert si la traduction en anglais, si c'était à l'origine en anglais, si effectivement ça peut pas être là que il y a une subtilité qui est pas du tout retranscrite en français. Après, le fait est que la phrase en français, elle est telle qu'elle est là et que du coup, je vais juger sur ça puisque quand je l'ai eu, moi, l'article était en français. Donc, je m'appuie là-dessus. J'ai bien aimé l'article avec un côté social et pro-social, même si j'aurais préféré un peu plus d'éléments comparatifs, histoire de ne pas rester que dans de l'observationnel relativement isolé. Alors, il a parlé de cette observation qui a été faite au Gabon aussi. Donc, on voit que justement, c'est la question aussi que je me posais, est-ce que c'est un truc isolé ou pas? Et l'observation, elle a quand même été faite dans un autre pays, donc dans un autre groupe d'individus. Donc, c'est pas 100% isolé. Après,
Après, la difficulté, c'est que, observer observer le vivant, dans son milieu naturel, en plus là, particulièrement des individus qui sont blessés et qui vont se soigner d'une certaine façon, effectivement, enfin, c'est déjà difficile d'observer, certaines espèces, pour bien les comprendre, à l'état naturel. Mais là, en plus, enfin, en milieu naturel, mais là, en plus, avec ces trucs-là en plus, ça doit être encore plus compliqué et du coup, bah, on en est qu'au début, quoi. Donc c'est sûr que c'est normal de rester d'une certaine façon un peu sur sa faim parce que, bah, c'est le début des observations, quoi. Déjà qu'on classe les humains entre les utiles et les profiteurs, ouais, 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 pas étonnant qu'on ait les mêmes biais pour le reste, malheureusement, malheureusement. Mais, je me dis: «C'est peut-être un début de recherche et qu'ils font ce petit docu pour inciter d'autres chercheurs à s'intéresser à ça». Possible, puis c'est une façon aussi, enfin, de faire un point sur l'état des connaissances actuelles et en même temps, j'imagine l'excitation quand même des observations et de se dire: «Oh là là, c'est un truc encore à comprendre», enfin, tu vois? Je pense que c'est pas, c'est voilà, c'est pour partager l'excitation de la découverte et éventuellement inciter d'autres chercheurs à s'intéresser, soit directement, en cherchant à observer dans d'autres groupes de chimpanzés, soit en essayant enfin, d'avoir d'autres recherches, presque intersectionnelles, autour du sujet pour compléter, les connaissances potentielles autour de ces observations, quoi. Oui, un truc intéressant, ce serait de voir si le comportement s'étend et se transmet au sein des groupes. Ouais, c'est un peu c'est pareil, c'est un peu le truc que j'aimerais bien savoir. Après, et puis on pourrait se demander aussi quand est-ce que et si tous les groupes sont concernés, quand est-ce que c'est apparu? Et même si tous les groupes sont pas concernés, quand est-ce que c'est apparu? Est-ce que ça fait longtemps? Bon, ça, on n'aura pas la réponse, bien sûr, hein. Ouais, ça amène plein d'autres questions. Après, c'est aussi ça, hein, la recherche scientifique, c'est aussi, bah, rester des fois sur sa faim, avoir juste un constat et plein de questions en tête, mais c'est comme ça qu'elle avance, en se posant des questions, en rebondissant, sur les observations, en ayant des questions, des hypothèses auxquelles tu veux trouver des réponses, hein. C'est des curieux perpétuels et c'est comme ça que la recherche avance. Donc il y a un côté frustrant et en même temps, hyper stimulant et motivant, quoi.